Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien dans votre révision. J'aurais vraiment aimé pouvoir vous faire un petit retour sur tous les auteurs qu'on a vus depuis le début de la session, mais comme je suis absente, ça va être un peu difficile, donc je vais en profiter ici pour vous donner quelques compléments d'information. Donc si vous avez commencé le test en ligne sur Socrative, vous avez vu qu'il y a certaines questions qui sont un petit peu aux limites de votre connaissance, entre autres celles sur les salauds là, de Sartre. On va revenir un peu là-dessus tout à l'heure. Donc, quand je vais avoir tous les résultats, je vais pouvoir voir quelles questions qui ont été vraiment ratées. Puis, je vais probablement vous faire un petit vidéo là, pour résumer tout ça. Parce qu'il y a quelques notions que j'avais ajoutées ou en tout cas que sur lesquelles j'ai pas insisté en classe puis que j'insiste un petit peu plus là-dessus là, dans le test. Sinon, ce sur quoi je voulais revenir, c'était essentiellement là, les auteurs qu'on a vus depuis le début de la session. Donc la session était vraiment construite de façon à ce qu'on voit une progression dans l'histoire. On a commencé avec les Grecs, hein, on est allé dans l'Antiquité, voir les notions d'hubris que vous avez normalement vu pas mal en philo 1. L'hubris, vous vous souvenez, la démesure, quand on dépasse ce qui nous est permis par la nature. Quand on essaie d'être plus fort que ce qu'on peut l'être réellement, ben souvent on se fait ramasser puis on en subit les conséquences. Donc cette idée-là est d'autant plus importante aujourd'hui qu'on est dans une période où, vous l'avez vu avec les post-humanistes, on essaie de dépasser les limites de la nature humaine. Donc on a changé complètement notre conception du monde. Mais entre les deux, il s'est passé pas mal de choses. Premièrement, avec Montaigne, on a vu qu'on commence progressivement à travers l'histoire puis vers la Renaissance et même avant avec Saint-Augustin à se centrer sur l'individu, mais progressivement, hein. On n'est pas rendu dans l'individualisme carré là, qu'on a aujourd'hui. On est vraiment plus dans une progression vers le moi, le je qui commence à parler en son nom. Donc chez Montaigne, dans les essais, il va y avoir vraiment l'exercice du jugement. Pour Montaigne, c'est très important de ne pas s'arrêter puis de prendre pour vrai des choses qui ne le seraient pas. Pour Montaigne, en fait, c'est un auteur sceptique. Hein. Il croit pas qu'il y a de vérité absolue puis que la raison humaine est capable d'accéder à la vérité avec un grand V. Mais quand même, ça dispense pas l'homme de juger puis d'essayer de trouver pas un sens, mais disons une façon de vivre qui vaille dans le monde dans lequel on est plongé. Donc ça va être ce sur quoi il va se pencher dans ses essais. Ensuite, on est allé voir Blaise Pascal, qui nous offre une perspective assez intéressante sur la position de l'homme sans Dieu, puis avec Dieu. Donc, vraiment à la question du sens de la vie humaine, Pascal va avoir une réponse assez intéressante. Donc, pour Pascal, l'homme n'a pas de sens sans Dieu. L'homme est plongé dans une condition misérable qui est caractérisée par une recherche constante de sens. On cherche toujours à avoir un sens à notre vie. On ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on est là au cœur des infinis, puis pourquoi on va mourir. Donc, pour essayer de se tromper, d'essayer de s'occuper en attendant parce qu'on sait pas trop quoi faire d'autre, ben l'homme va se divertir. Donc tout ce qu'on fait, tout ce à quoi on s'occupe, tous les buts qu'on se donne par nous-mêmes, ce sont des buts qu'il nomme divertissement. Divertissement dans le sens de on est en train de se divertir de notre condition misérable d'être humain. Pour Pascal, ce divertissement-là, c'est naturel parce qu'on n'est pas capable d'envisager en pleine face là, notre condition, mais c'est pas ce qui va nous rendre pleinement heureux. Hein. Le divertissement va apporter son lot de problèmes, dont les guerres et etc. C'est seulement dans le contact avec Dieu, un contact qui se fait pas par la raison, mais qui va se faire vraiment par le cœur, c'est-à-dire par un contact là, senti, par l'intuition, que l'homme va vraiment trouver un sens à sa vie. Donc, il va trouver un sens quand il se rend compte que la solution, c'est de croire en Dieu, puis qu'il va avoir vraiment comment je pourrais dire ça, l'intuition que Dieu existe. Et à ce moment-là, ben, toutes ces questions, toute sa condition misérable s'évaporent. Donc, on est vraiment dans une perspective qui va ressembler à celle des existentialistes, puis celle qui va suivre la période nihiliste, mais chez Pascal, il y a encore l'idée de Dieu, parce que vous savez, vous vous rappelez, chez Sartre, là, on a complètement annulé l'idée de Dieu, puis on est un peu pris avec cette angoisse-là, et c'est à nous de nous trouver un sens par nous-mêmes.
Pardon. Chez Descartes, on est allé voir vraiment là l'idée de la subjectivité. Okay? La subjectivité qui peut nous amener à connaître le monde autour de nous. Donc, pour Descartes, l'homme peut trouver des vérités, mais ces vérités-là vont pas lui venir de Dieu en premier lieu, mais ils vont lui venir en premier lieu du je, donc le je pense, donc je suis, qui est capable, en revenant sur lui à l'aide d'une méthode, de trouver des vérités absolues. Donc, il va avoir toute sa démonstration là, du je pense donc je suis, puis après ça, sa démonstration de la preuve d'existence de Dieu, puis tous ces doutes liés à ça, qui vont faire partie de la méthode. Donc, ça rentre dans la méthode cartésienne pour accéder à des vérités indubitables dont on ne peut douter. Mais une fois qu'on a prouvé qu'on était capable d'accéder à ces vérités-là, une fois qu'on a prouvé l'existence de Dieu, une fois qu'on a maîtrisé la méthode, on est capable, grâce à notre raison humaine, de trouver des réponses à potentiellement presque toutes les questions qu'on a. Il suffit d'utiliser sa raison avec méthode et on va être capable de faire de la science, on va être capable de dépasser notre condition, on va être capable de faire des avancées extraordinaires en médecine, etc. Donc, en ce sens-là, la perspective cartésienne, c'est une perspective qui est très, très ambitieuse sur le plan de la technologie. Pour Descartes, la technologie va améliorer la vie humaine. Pour Descartes, vous vous rappelez, il y a la question du libre arbitre. Donc, vous avez creusé un peu dans vos notes. On avait vu le libre arbitre qui est fondé sur le fait que l'âme humaine est immatérielle, est raisonnable, est pas soumise au corps, donc elle est capable de s'en distancer pour pouvoir vraiment connaître le vrai. On avait vu la liberté d'indifférence et de détermination. Puis on avait vu aussi la question du dualisme cartésien, donc la dualité entre le corps et l'esprit. Oui, on a un corps matériel qui fonctionne un peu comme une machine, mais on a aussi une âme qui, elle est connectée au corps quand on est en vie, mais elle appartient pas au monde matériel. Donc notre liberté, notre âme, il existe un souffle là, qui est immatériel chez l'homme selon Descartes, qui va disparaître dans des perspectives comme celle des posthumanistes, où on va croire que l'homme est matière, mais que le cerveau, que la conscience, que toutes ces choses-là, ça fait partie des interactions chimiques, biochimiques et électriques, les influx électriques là aussi dans notre cerveau. Donc, voilà pour Descartes ici. Rousseau, ensuite. On est allé voir Rousseau qui avait une vision un peu romantique de l'homme. Donc, l'homme était a priori très heureux dans l'état de nature et la société l'a corrompu. Donc, la technologie, clairement, améliore pas vraiment la vie humaine, c'est plus, c'est pas vraiment un progrès, c'est vraiment plus pour l'homme une déchéance presque d'avoir rejoint la société. Par contre, évidemment, Rousseau va pas dire il faut retourner dans l'état de nature, mais il faudrait trouver une société qui aille chercher les éléments importants, disons, de l'état de nature pour favoriser tout ça. Okay? Donc, les éléments importants, c'est d'essayer de diminuer le plus possible l'amour-propre, de retrouver un peu plus là, l'idée de fraternité entre les êtres humains, etc. Pour l'homme, vous vous rappelez, l'homme n'est pour Rousseau, l'homme est libre, mais il est en fait il utilise le terme là, de perfectibilité, donc l'idée de pouvoir changer sa condition. Chez Freud, on est rentré dans un pan qui était plus déterministe. Donc, déterministe, vous avez compris, là, c'est ceux qui s'opposent à l'idée de la liberté pure. On est déterminé par des éléments. Donc, chez Freud, ça va être notre corps, notre psychisme plus précisément, c'est-à-dire notre esprit, qui va nous déterminer parce que à l'intérieur de nous, il y a des pulsions qui sont inconscientes, donc qu'on ne contrôle pas, qui vont nous influencer. Donc, parmi ces pulsions-là, vous avez les pulsions de vie, les pulsions de mort, plein de choses qui se trouvent là dans l'inconscient et plus précisément dans le ça. Et il y a aussi des éléments qui ont été acquis, qui ont été refoulés par traumatisme, qui vont se retrouver dans notre inconscient puis qui vont nous affecter. Pensez à la métaphore de la classe ou de la salle de conférence où si tu mets la personne qui est tannante dehors, ben elle va encore plus te déranger, mais tu n'auras plus de contrôle sur elle. Mais c'est un peu le principe là, du refoulement. Pour Freud, il faut pas refouler forcément toutes les pensées immorales. En fait, le refoulement, souvent, ça amène plus de problèmes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est pas les laisser
libre, parce qu'en société, si tu laisses aller toutes tes pulsions, ça marchera pas, là, ça va créer des problèmes sociaux. Ce qu'il faut faire, c'est les canaliser, les rediriger, être capable de les gérer, les sublimer. Donc, vous irez voir un peu là-dessus. Donc, ici, dans la liberté, ben, pour Freud, l'homme n'est pas maître dans sa propre tête, dans sa propre maison. Et la société ben, va avoir un rôle de répression, contrairement à Rousseau qui pense que l'homme est fondamentalement bon. Chez Freud, il y a l'idée sous-jacente que l'homme est aussi fondamentalement affecté par des pulsions de Thanatos, donc il est pas purement bon, disons. Ensuite, Marx va nous offrir une perspective de déterminisme social, c'est-à-dire que pour Marx, l'homme est pas libre complètement parce qu'il va être déterminé par les conditions de l'infrastructure dans laquelle il est né. L'infrastructure, ça désigne chez Marx tous les rapports de production, donc les situations économiques concrètes dans lesquelles on est placé. Notre job, les moyens de production, qui possède les capitaux, etc., etc. Okay? Par opposition, il va dire que dans la superstructure, c'est toutes les idéologies qui se trouvent là, les idéologies, les médias, tout ce qui se véhicule comme idée. Okay? Donc, ça peut être aussi des programmes politiques, des programmes de ministère d'éducation, tout ça, ça rentre dans la superstructure chez Marx. Et entre la superstructure et l'infrastructure, il va toujours y avoir un rapport dialectique, ok? Donc il y en a une qui influence l'autre et l'autre qui l'influence, mais c'est vraiment pas les idées qui vont déterminer en premier lieu les conditions économiques. Ça va être vraiment un rapport entre les deux. Donc la nature de l'homme pour Marx, c'est un être social, c'est un être de travail, ok? Ça fait partie de notre nature de transformer le monde. On n'est pas complètement libre tant qu'on n'est pas dans une situation d'égalité socio-économique. Okay? Donc, pour atteindre la liberté, il faudrait qu'on soit dans une société qui ait plus de différence de classe, donc qui soit égale. Pour Marx, il y a un progrès dans l'histoire. Okay? Donc, l'histoire progresse dans ce qu'il va appeler des luttes dialectiques. Là, vous vous souvenez, les petites lignes, là, l'espèce de, de, de serpent, là, avec les hauts et les bas que je dessine au tableau habituellement. Mais ça désigne vraiment là, le progrès de l'histoire entre la classe dominante, la classe dominée, puis tout ça se retourne, puis il y a un changement, puis ça progresse, puis éventuellement, on va atteindre la fin de l'histoire avec le communisme. Okay? Donc ça, ce serait vraiment l'apogée, étant donné qu'il n'y aurait pas de clash entre les classes sociales à ce moment-là. Donc, vous irez voir, là, évidemment, la société à prioriser. C'est sûr qu'il y a quelque chose à mettre ici. Sartre-Beauvoir. Alors, Beauvoir, on l'a vu vraiment comme un exemple appliqué à des thèses particulières, mais un exemple d'existentialisme. Pour Sartre, l'homme est purement, complètement, parfaitement libre. Il est condamné à être libre. Il vient au monde, puis après ça, il se définit. Je pense que cet élément-là, c'est assez clair, là. L'existence précède l'essence. Donc, on arrive, puis après ça, on se définit, et non le contraire. Par contre, pour Sartre, il faut vraiment comprendre qu'on est quand même placé en situation. Donc, il y a des choses qui nous sont données à l'extérieur de nous souvent, ou même à l'intérieur de nous, là, c'est-à-dire que on est avec un corps, on est dans une famille précise, on est dans un pays, puis on peut pas choisir où on est, on peut pas choisir nos parents, puis on peut pas choisir notre corps. Par contre, même si on ne choisit pas notre situation, on choisit toujours notre interprétation de la situation et on choisit toujours nos actions liées à cette interprétation-là. Donc, c'est à nous de décider quel sens on donne aux choses et en ce sens-là, on est complètement libre. Ceux qui refusent de donner un sens à leur vie, ils donnent quand même un sens à leur vie pour Sartre. Donc, même refuser de choisir, c'est choisir. En fait, il y a des gens qui vont prétendre qu'on n'est pas libre, puis il va, Sartre, dire que ces gens-là sont dans la mauvaise foi. Vous vous souvenez, le concept de mauvaise foi. Et plus précisément, il existe comme type de mauvaise foi des gens qui vont nommer lâches, qui vont par exemple prendre des excuses pour dire qu'ils avaient pas, que c'était pas leur faute. L'argument, par exemple, de la petite jupe, c'est pas de ma faute, elle avait une petite jupe, donc j'étais pas libre, j'étais sous l'effet des pulsions. Donc pour Sartre, très certainement, quelqu'un qui se revendiquerait de Freud, il serait lâche. Et je vais faire un autre petit vidéo, je pense, pour compléter. Parce que malheureusement, il me reste 2 secondes.